tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Commençons par la première partie de ce podcast avec les chroniques de mes lectures du mois de mai 2025. Alors, quel est ce bilan de mois de mai ? Combien de livres ai-je lu ce mois-ci ? Autant vous dire que là, ces dernières semaines, je descends plutôt pas mal ma palle et j'en suis ravie parce que je découvre plein de nouvelles histoires et c'est toujours un vrai délice et un vrai bonheur pour moi de découvrir autant de lectures et autant d'intrigues, d'histoires, d'auteurs, de plumes. Alors, commençons avec ces 9 livres parce qu'on n'a pas fini d'en parler. Et oui, 9 ça fait beaucoup. Alors, le premier livre que j'ai commencé à lire au mois de mai, c'est A Language of Dragons de S.F. Williamson, qui est un livre publié chez Big Bang, une fantasy qui se déroule à Londres avec des personnages principaux comme Vivienne, parce que je lis Vivien parce que c'est écrit comme ça dans le texte, mais en fait c'est une fille, elle s'appelle Vivienne, Marquis, Atlas, Gideon, Sophie, Madame Wivermere, etc., etc. En résumé, il suffit d'une étincelle pour allumer un brasier. Londres, 1923. Les dragons sillonnent le ciel et dans les rues, le peuple se révolte. Vivienne, elle, reste concentrée. Elle veut devenir traductrice de langue draconique et s'assurer que sa petite sœur n'aura jamais à vivre dans la misère de la 3e classe. Et pourtant, il ne lui faudra qu'une journée pour déclencher une guerre civile. Dès lors, elle n'a pas le choix. Pour réhabiliter les siens, elle doit travailler pour le gouvernement britannique et tout faire pour décrypter un mystérieux code draconique. Si elle échoue, sa famille mourra. Mais aux côtés des autres jeunes recrutés, et notamment d'Atlas, un garçon aux tendances rebelles issu de la 3e classe, Viv comprend peu à peu que les enjeux du conflit ne sont pas ceux qu'elle pensait. Quelle guerre est-elle vraiment prête à mener ? Alors, pour mon avis, en plus d'être une bonne lecture, ce livre est un très beau relié avec des dorures, du jaspage, de très belles pages de garde où des dragons sont mis en avant dans un monde en flammes et nous plonge tout de suite dans l'ambiance. L'histoire suit Vivienne, une héroïne déterminée qui, dans un univers impitoyable, est prête à tout pour atteindre ses objectifs. Au début, elle est convaincue de faire les bons choix. Mais dans un monde où les règles imposées par le gouvernement sont strictes et où la désobéissance peut coûter cher, ces décisions sont loin d'être simples. Cela soulève une question essentielle. Que ferions-nous à sa place ? Bien que son attitude puisse agacer au départ, on comprend rapidement les raisons qui la poussent à agir ainsi. Vivienne évolue au fil de l'histoire, apprenant à naviguer dans un monde complexe où chaque choix a des conséquences. Elle a vécu sous la menace constante de l'échec et de la peur, ce qui la rend prête à tout pour survivre et réussir. Dans un monde où les dragons rôdent partout, la prudence est de mise. Quelle décision sera la plus sage pour notre héroïne ? Quel choix s'offre à elle pour s'en sortir sans trop de dommages ? Je vous invite à plonger dans cet univers fascinant où le langage et les interactions avec des humains comme des dragons sont essentiels pour guider Vivienne vers ce qu'elle estime être le meilleur chemin à prendre. Quel camp choisira-t-elle ? À vous de le découvrir en lisant ce livre captivant. Ma deuxième lecture a été le livre Après de Stephen King, publié pour moi dans ma collection au livre de poche. C'est un policier fantastique qui se situe à New York et qui met en scène Jamie, Tia, Liz, le professeur Burkett, Thierry et tant d'autres. En résumé, Jamie n'est pas un enfant comme les autres. Il a le pouvoir de parler avec les morts. Mais si ce don extraordinaire n'a pas de prix, il peut lui coûter cher. C'est ce que Jamie va découvrir lorsqu'une inspectrice de la police de New York lui demande son aide pour traquer un tueur qui menace de frapper depuis sa tombe. Mon avis. Ce livre étant l'objet de mon partage avec le book club de ce mois-ci, qui porte sur l'auteur de Stephen King, je ne vous en dirai que quelques mots et vous laisserai découvrir mon avis complet en écoutant l'épisode du book club du mois de mai.
Dans Après de Stephen King, l'auteur nous plonge dans une exploration troublante de la dualité entre l'innocence de l'enfance et les ténèbres qui l'entourent. À travers le regard d'un jeune garçon, King réussit à capturer l'évolution de son personnage, de l'innocence de ses premières années à l'angoisse de l'adolescence, tout en le confrontant à des fantômes aux histoires violentes. Bien que le récit soit empreint d'une atmosphère glauque et dérangeante, il suscite également une profonde compassion pour cet enfant qui doit naviguer entre un don fascinant et les horreurs qu'il engendre. Malgré mes difficultés à m'immerger complètement dans l'histoire, je reconnais le talent de Stephen King à rendre palpable cette tension entre la pureté de l'enfance et les réalités sombres qui la menacent, faisant de Après une lecture à la fois dérangeante et poignante. Le troisième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Affronter la nuit de Marie Replin, le tome 1, qui est publié chez PKJ. C'est une fantaisie qui se déroule à l'Académie des Légionnaires, avec comme personnages principaux Liv, Rylen, j'espère que c'est comme ça qu'on le prononce, Adi, Elry. En résumé, dans un monde où le soleil ne se couche qu'une fois par an, la déesse Horia use d'un rayon magique pour révéler les rares élus à qui elle insuffle son pouvoir. Ils forment la Légion et développent des dons puissants qu'ils apprennent à maîtriser au sein de l'Académie. Ils ont pour mission de défendre le pays contre les dragons. Si être touché par la déesse représente un grand honneur, cela expose à de graves dangers. Lorsque Liv Aubray est désignée par Horia, elle rejoint l'Académie. Entraînement physique intense, leçons périlleuses, sans compter l'étrange attirance qu'elle ressent pour Rylen Alsol, le capitaine et formateur des nouveaux arrivants. Liv a beaucoup de choses à assimiler si elle espère survivre. Tout se complique quand elle commence à remettre en question l'enseignement reçu et la mission. Alors, mon avis. J'ai été véritablement enchantée par Affronter la nuit de Marie Replin. Au-delà de sa magnifique couverture, dont l'illustrateur est Vaderetro, je crois, et de belles illustrations ainsi que des goodies que j'ai reçus après m'être inscrit via le Google Forms de PKJ, c'est l'histoire elle-même qui m'a captivée. Nous suivons une jeune héroïne, contrainte de suivre une formation militaire après avoir été choisie par le rayon d'Horia, leur déesse. Ce qui ne lui plaît pas du tout. Elle l'oblige à faire un choix déchirant entre son désir de protéger sa famille adoptive, ici avec eux, et cette obligation qui ne lui laisse pas la liberté de choisir. Pour les protéger, elle doit également obéir à cette injonction divine. Heureusement que les autres élus lui permettent de tisser des liens profonds avec eux, lui donnant une nouvelle raison de se battre. J'ai été touchée par son évolution. Elle devient une jeune femme déterminée à défendre ce qu'elle aime, affrontant ses doutes et les obstacles qui se dressent sur son chemin. Son parcours est une belle illustration de la découverte de soi, où elle remet en question les récits qui ont façonné sa vie, réalisant qu'ils servent des intérêts bien différents des siens. La rencontre de son capitaine de bataillon, un jeune homme de bonne famille, ajoute une dimension assez fascinante à l'histoire. Leur relation, marquée par un slow burn délicat, est un véritable plaisir à suivre. Marie Replin excelle à créer des personnages qui, bien que venant de mondes opposés, découvrent des affinités insoupçonnées. Leur dynamique est à la fois charmante et émouvante. Cependant, j'aurais aimé que l'autrice consacre un peu plus de temps à décrire la nuit qui s'étend autour d'eux. Vivre une nuit de 12 mois est un concept fascinant, et j'aurais vraiment adoré plonger dans de belles descriptions de ciels étoilés, de vie nocturne. Mais cela dit, ce manque n'a en rien altéré mon plaisir de lecture. En résumé, si vous êtes amateur de fantaisie, d'histoire, avec des dragons et de combats intérieurs aussi bien qu'extérieurs, Affronter la nuit est un incontournable qui saura vous séduire. Ma quatrième lecture s'est portée sur L'Ange de la Vengeance de Preston et Child aux éditions de l'Archipel. C'est un service de presse que j'ai reçu avec Ned Gallet. C'est un thriller qui se déroule à New York avec les frères Pendergast, Constance, D'Acosta, Dr. Lang, etc. En résumé, dans le New York des années 1880, Constance Green n'a pas pu tirer sa sœur Mary des griffes du Dr. Lang, le premier serial killer de l'histoire de Manhattan. Pas plus qu'elle, l'inspecteur
Aloysius Pendergast et son fidèle acolyte d'Acosta n'ont su empêcher le savant diabolique de commettre un second forfait. Lang semble avoir gagné la partie, mais il ignore que Diogène Pendergast, le frère psychopathe de l'inspecteur Aloysius Pendergast, a suivi son aîné et qu'il rôde désormais dans les rues du quartier de Five Points en tenue de prêtre. Scellant une alliance contre nature, Pendergast et son cadet vont mettre au point un plan complexe pour sauver Constance et empêcher Lang de rejoindre le 21e siècle. Dans ce nouvel épisode, prolongement du cabinet du Dr Lang, Preston et Child renouent avec l'univers et les personnages qui ont fait le succès de leur best-seller, La Chambre des Curiosités. Alors, mon avis. J'avais tellement hâte de plonger dans un roman de Preston et Child que je n'ai pas réalisé que L'Ange de la Vengeance faisait partie d'une série. Ironiquement, le tome précédent est déjà dans ma pile à lire. Malgré cela, j'ai trouvé cette lecture très agréable. Bien que je découvre les personnages sans vraiment connaître leur histoire antérieure, j'ai quand même réussi à suivre l'intrigue sans difficulté, ce qui témoigne du talent des auteurs. Ce roman mêle habilement le genre policier à une touche de science-fiction, notamment avec le concept fascinant du voyage dans le temps. Cela soulève des questions intrigantes sur les conséquences de ces voyages. Que se passe-t-il lorsque l'on tente d'empêcher des événements tragiques ou de modifier le cours de l'histoire ? Les personnages sont-ils de véritables héros ou des figures plus ambiguës, moralement gris ? Leur quête pour transformer un passé douloureux en quelque chose de positif est captivante, même si l'un d'eux a des motivations quelque peu divergentes. Cependant, j'ai trouvé que leur intelligence et leur plan étaient parfois un peu trop parfaits, presque comme s'ils étaient des super-héros à qui tout réussit. Cela apporte une certaine satisfaction de voir des stratégies bien orchestrées qui atteignent leurs objectifs, mais cela peut aussi donner l'impression que tout est un petit peu trop facile. Mais en résumé, si le mélange du voyage dans le temps, du roman policier vous intrigue, je vous encourage vivement à découvrir L'Ange de la Vengeance. Toutefois, je recommande de lire les tomes précédents pour ne pas manquer les subtilités de l'ensemble. Cela enrichira sans aucun doute votre expérience de lecture. Le 5e livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est le tome 1 de la duologie Emblème d'Inaciel, publié chez Naos. C'est une fantasy Green Academia. D'après Wikipédia et Internet, la Green Academia, c'est une esthétique académique, comme son nom l'indique, spécialisée dans la biologie et les sciences de la Terre. Le cadre de cette fantasy Green Academia se déroule sur Naturalia, le cercle des géographes, Exotica, etc. Les personnages principaux sont Ereb d'Aigremort et Cécilie von Berg. En résumé, Ereb d'Aigremort ne quitte jamais son manoir, traumatisé par l'attaque d'une créature de cauchemar pendant son enfance. C'est pourtant son nom qu'une négociante nuptiale soumet à Cécilie, car il est le seul qui corresponde aux critères étranges de la jeune roturière fortunée. Ereb accepte la proposition d'union et se laisse convaincre de participer aux sélections pour intégrer le cercle des géographes qui organise des expéditions de prestige vers Exotica, une terre peuplée de créatures magiques. Ereb compte bien y retrouver les racines de son passé, alors que Cécilie souhaite profiter de l'escale à la Scientifica, une terre de science et de progrès, pour s'échapper du carcan que Naturalia impose aux femmes. Lorsqu'il découvre que le véritable enjeu est de ramener la magie d'Exotica à Naturalia, il se retrouve pris au piège de complots politiques qui les dépassent. L'accroche, c'est arpenter un univers infusé de merveilles autant que de noirceur, inspiré des cabinets de curiosité et peuplé de personnages inoubliables, meurtris et faillibles, dans une atmosphère Green Academia. Je pense que ça vous a mis dans l'ambiance. Alors, mon avis. Lors du salon de l'Étrange Grande en septembre 2024, j'ai eu le plaisir de rencontrer l'autrice Inaciel et de plonger dans l'univers fascinant de sa duologie Emblème. Je n'avais pris alors que le tome 1, par prudence, mais maintenant que je l'ai terminé, je regrette de ne pas avoir pu enchaîner directement sur le tome 2. Inaciel a réussi à créer un lien si fort entre les lecteurs et ses personnages principaux, Ereb et Cécilie, que la fin de ce premier volet m'a laissé en PLS. Bien qu'elle s'excuse dans ses remerciements de nous laisser dans cette situation, elle nous promet que la suite en vaut la peine, et je suis prête
à la croire sur parole. Dès que ma paye arrive, je me précipiterai pour acheter le tome 2 car j'ai une envie irrésistible de découvrir la suite de leur aventure. On est sur l'histoire de 2 personnages que tout oppose, mais qui, au fil de leur parcours, évoluent ensemble de manière captivante. Malgré les circonstances qui les réunissent pour des objectifs bien différents, un lien profond et touchant se tisse entre eux. Et c'est là que réside la magie de cette narration. Ensemble, ils deviennent plus forts et leur rencontre transformera leur vie de manière inattendue. Au fil de leur voyage, nous explorons des mondes variés, chacun reflétant une évolution différente. C'est comme si on passait d'un monde où les femmes sont limitées dans leur ambition et leurs rêves, à Naturalia, à un monde où la modernité et l'égalité des chances s'imposent, à la Scientifica, à un monde plus sauvage où la magie règne en maître, sur Exotica, peu importe la culture, le genre ou le clan. Cette mise en scène est d'une puissance remarquable et je tiens à féliciter l'autrice pour sa capacité à nous immerger si profondément dans son univers. Le seul petit reproche que je pourrais faire concerne la temporalité de l'histoire qui m'a parfois laissé perplexe. Peut-être était-ce bien l'intention d'Ina Ciel de nous faire avancer comme ces personnages à travers la découverte des autres cultures et des pays où ils se rendent, comme si leur monde évoluait au fur et à mesure de leur voyage. Si vous êtes passionné par le world building, les anti-héros et la quête de soi, ce livre est fait pour vous. De plus, l'autrice aborde avec justesse des thèmes tels que l'anxiété et les traumatismes qui peuvent nous freiner dans notre ouverture au monde, tout en mettant en lumière la force que l'on peut trouver grâce aux bonnes personnes. Cette histoire est à la fois belle et touchante, alors n'hésitez plus, plongez-vous dans cette lecture. Alors, ma 6e lecture, déjà. Alors, sur ce mois de mai, j'ai également lu Se méfier de l'eau qui dort de Julia Richard, publié chez HSN, et que j'ai reçu en service presse grâce à Ned Gallet. Alors, on part sur une histoire fantastique qui se déroule à Schmutzheim, j'espère que je prononce bien, dont les personnages principaux sont Astrid et Ingrid, 2 sœurs, leur grand-papy et les villageois de Schmutzheim. En résumé, du temps, de la vie, de l'amour et de l'impardonnable. Grand-papy prétend que d'étranges phénomènes se sont produits il y a 50 ans et qu'une fois encore, le pire est à venir. Mais grand-papy, il perd la tête ces derniers temps. Et plus qu'une magie qui se réveille, ce qui me préoccupe surtout, c'est le poids des responsabilités. Schmutzheim est un petit village paisible au fin fond d'une vallée reculée. Astrid, 17 ans, y prend soin de son aïeul à la santé déclinante et de sa petite sœur Ingrid. Parvenant difficilement à joindre les 2 bouts, les filles complètent leur activité fermière avec le commerce de remèdes artisanaux, ce qui leur vaut la réputation de sorcières et la méfiance de leurs voisins. Et alors que d'obscurs miracles se multiplient autour d'elle, combien de temps encore avant qu'elle ne soit désignée coupable ? Alors, pour mon avis, Se méfier de l'eau qui dort de Julia Richard a été pour moi une belle découverte de son talent d'autrice, en dehors de son rôle de formatrice chez Licard. J'ai vraiment apprécié ce moment de lecture qui m'a permis d'explorer son univers littéraire. L'immersion dans l'histoire est presque totale, grâce à une narration à la première personne, en la personne justement d'Astrid, l'héroïne. J'utilise immersion presque totale car Julia Richard a choisi en fait d'écrire son histoire dans un patois régional, ce qui a parfois rendu la compréhension du texte un peu délicate. Bien que certains mots m'étaient inconnus, le contexte permettait quand même de saisir le sens général, mais cela n'a pas vraiment entravé ma lecture, certes, mais bon, ça me faisait tiquer de temps en temps. Au contraire, pourtant, cela a quand même ajouté une dimension authentique à l'expérience, nous plongeant au cœur de l'histoire comme si nous y étions en fait. On se retrouve véritablement dans la tête d'Astrid, partageant ses pensées et ses émotions. Le roman nous fait découvrir un village marqué par un passé douloureux et des personnages
parfois difficiles à apprécier, notamment les hommes. On suit la vie d'Astrid et de sa sœur Ingrid, qui tentent de survivre et de s'affirmer dans une société qui les perçoit comme des sorcières en raison de leur connaissance en remèdes à base de plantes. C'est l'histoire de deux jeunes filles cherchant leur place dans un monde qui ne leur facilite vraiment pas la tâche, tout en s'efforçant de rester fidèles à elles-mêmes et à leurs aspirations. Les événements extraordinaires qui se produisent dans le village compliquent un peu leur quête, car il est souvent plus facile de chercher un coupable que de se remettre en question. L'autrice manie les mots avec brio, et c'est avec cette richesse linguistique qu'on rend l'histoire si savoureuse. Le patois et les expressions utilisées cachent des vérités parfois dérangeantes, ajoutant une profondeur à la narration. Si vous êtes amateur de contes fantastiques, je vous recommande vivement cette histoire. Elle saura vous captiver et vous transporter dans un univers où la magie et la réalité se mêlent de manière assez fascinante. Le 7e livre, non pas que j'ai lu, mais que j'ai écouté, c'est le tome 1, Le Lys de Feu, la prophétesse de Jacqueline Benson, que j'ai écouté sur Audible. C'est un roman fantastique qui se déroule à Londres, notamment, et dans sa campagne anglaise, avec comme personnages principaux Lily Albright, Lord Strangford, Estelle, Mr. H, Sam, etc., etc. En résumé, Londres, hiver 1914. Depuis toujours, Lily est assaillie de funestes prémonitions qu'elle tente en vain d'empêcher de se réaliser. Mais pour sauver la vie de son amie, elle n'a pas d'autre choix que de révéler ses plus sombres secrets à un homme qui ne lui inspire pourtant aucune confiance, Lord Strangford, baron solitaire, hanté par ses propres pouvoirs extraordinaires. Des galeries rutilantes de St. James au quartier malfamé de Southwark, Lily et Strangford devront plonger au cœur d'un sinistre complot, affrontant passé et futur dans un combat contre le destin. Alors, mon avis. J'ai été absolument captivée par cette écoute-lecture du Lys de Feu. La plume envoûtante de Jacqueline Benson, associée à la voix très expressive d'Adélaïde Poulard, a rendu cette expérience vraiment mémorable. L'intrigue est palpitante et les personnages sont remarquablement bien développés. Nous suivons Lily, une jeune femme indépendante et audacieuse, en 1913, qui n'hésite pas à enfourcher sa moto, à porter des pantalons, ce qui est à la fois rafraîchissant et inspirant. Son enquête, motivée par la nécessité de sauver son amie qu'elle a vue mourir dans une vision, est à la fois haletante et pleine d'émotions. Lily est un personnage bouleversant, en quête de sens, et qui lutte contre le temps pour changer le cours du destin. Au fil de son parcours, elle découvre la complexité de son don de voyance qu'elle a longtemps considéré comme une malédiction. Sa rencontre avec Lord Strangford notamment, un jeune homme à la fois mystérieux et bienveillant, lui permet de commencer à accepter qui elle est vraiment. Leur dynamique est touchante et ajoute une belle profondeur à l'histoire. Si vous êtes amateur de personnages riches en émotions, d'enquêtes palpitantes et de courses contre la montre pour déjouer le destin, ce livre est fait pour vous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 4 tomes à découvrir. Je suis déjà impatiente de plonger dans le tome 2 qui m'attend patiemment dans ma palle. Allez, plus que 2 livres et on aura bientôt fini cette chronique lecture. Le 8e livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est le tome 1 de la série La Quête des Willan de Pierre Bottero, publié chez Rajo. C'est un roman fantasy-fantastique qui se déroule quelque part en France et entre Paris et Gwendalavir. Les personnages principaux sont Camille et Salim. En résumé, Camille a 13 ans lorsqu'elle découvre Gwendalavir. Là, elle découvre aussi ses immenses pouvoirs et son véritable nom est Willan. Sa quête ne fait que commencer. Oui, j'ai déjà fini le résumé, ça fait que 2 lignes, 2 phrases, 3 phrases. Mais bon, j'espère que ça vous a convaincu en sachant que c'est un roman dont j'avais beaucoup entendu parler et que j'avais vraiment envie de lire. Je ne regrette pas ma lecture. Découvrir la plume de Pierre Bottero a été une belle surprise et j'ai suivi ce premier tome avec un grand intérêt. Nous y faisons la connaissance de Camille, une jeune fille de 13 ans, mature et intelligente, qui n'hésite pas à exprimer ses pensées.
Camille dégage une impression de sagesse, comme si elle était une vieille âme dans un corps jeune, ce qui la rend d'autant plus intrigante. Son parcours prend un tournant fascinant lorsqu'elle découvre par hasard l'existence d'un autre monde où l'aventure et un destin singulier l'attendent. Bien que certains aspects de l'intrigue ne soient pas entièrement explorés dans ce premier tome, et à mon avis c'est normal, puisque c'est un premier tome, l'auteur parvient à susciter notre curiosité et notre envie d'en savoir plus sur ce nouvel univers, ainsi que sur les capacités extraordinaires de cette jeune héroïne. Accompagnée de son ami Salim, un jeune homme en quête d'autre chose que de son quotidien, Camille se lance dans une aventure palpitante. Grâce à elle, Salim, lui, va découvrir un monde rempli de possibilités, ce qui rend leur duo encore plus attachant. Malgré les dangers qui les guettent à chaque tournant, on prend plaisir à suivre leurs péripéties et à explorer l'univers riche créé par Pierre Bottero. Pour moi, ce fut une bonne lecture, mais peut-être ne l'ai-je juste pas lu au bon âge. Cependant, pour ceux d'entre vous qui apprécient les romans jeunesse, plein de promesses et d'aventures, je suis convaincue que ce livre saura vous séduire. Passons maintenant à mon 9e et dernier livre du mois de mai, qui m'a laissé très peu de temps pour dormir, mais ça valait le coup. Alors, quel est donc ce fameux 9e livre ? C'est le tome 1 de la série Fourth Wing. Je crois que ça s'appelle... j'ai oublié le nom de la série, mais en tout cas là c'est le tome 1 qui s'appelle Fourth Wing, de Rebecca Yarros, publié chez Hugo Roman. C'est une romantaisie qui se déroule en Navarre, entre Basgiat et l'Académie de la guerre de cette ville. Les personnages principaux sont Violette, Xaden, Dane, Rhiannon, entre autres. En résumé, rien ne prédestinait Violette Sorrengail à être une cavalière. Elle était censée intégrer le cadran des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser en un instant. Mais aujourd'hui est le jour des conscriptions, et en tant que fille de la générale, elle, même cavalière et dresseuse de dragons, Violette n'a d'autre choix que de satisfaire les ordres de sa mère et de rejoindre les épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager de s'inscrire à cette compétition lui paraît ridicule, car les dragons ne se lient pas aux humains. Fragiles, ils les brûlent. Mais Violette est peut-être la candidate la moins forte physiquement, mais elle est cependant rusée et rapide. Des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis ou peut-être encore des conquêtes. Violette va vite devoir penser à un plan solide, car cette compétition n'a que 2 issues. Passer toutes les épreuves ou mourir. Alors, mon avis. Je dois dire que je ne m'attendais pas à être autant emportée par cette histoire. Après avoir entendu tant de choses à son sujet sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de lui donner une chance, et je ne le regrette pas du tout. Contrairement à d'autres romans qui ont été très bien promus mais qui ne m'ont pas fait le même effet, Fourth Wing m'a véritablement séduit. L'univers de fantasy est incroyablement riche et minutieusement construit et j'ai adoré suivre les aventures de Violette et de ses amis. L'autrice nous présente une héroïne dont le corps fragile est une source constante de tension, car Violette est contrainte par sa mère à intégrer une académie de guerre où elle doit apprendre à se battre, à survivre et à monter des dragons. Et ce n'est vraiment pas facile pour elle tous les jours. Mais ce n'est pas tout. L'intrigue se complique, bien entendu, encore davantage, avec de nombreux antagonistes qui souhaitent la mort de Violette, non seulement parce qu'elle est perçue comme une menace en raison de sa fragilité, mais aussi parce qu'elle est la fille d'une générale impitoyable. Cette tension omniprésente rend le livre véritablement addictif et je me suis retrouvée à tourner les pages sans relâche, au point, comme je vous le disais, de sacrifier quelques heures de sommeil cette semaine. Mais chaque minute passée à lire ce roman en valait la peine. Les personnages sont tous bien développés et les dragons sont tout simplement fascinants. Leur pouvoir et leur humour apportent une touche de légèreté et on ne peut s'empêcher de s'attacher à eux. Entre rire et larmes, cette histoire parvient à capturer notre cœur et à nous tenir en haleine. Si vous aimez les dragons, les défis, les personnages qui évoluent au fil de l'intrigue, ce livre est fait pour vous. Pour ceux par contre qui sont un peu réticents face aux scènes spicy, sachez qu'il n'y en a que 2. Certes,
Certaines descriptions peuvent faire lever les yeux au ciel, mais ne laissez pas cela vous freiner. Cette histoire mérite vraiment d'être découverte. Dans la deuxième partie de ce podcast, sur la chronique d'écriture, aujourd'hui, nous allons parler des newsletters et de sites inspirants pour les auteurs-autrices. Auteurs-autrices. Alors, la newsletter. Pour moi, c'est un outil indispensable pour les auteurs. Il paraît que la newsletter, c'est mieux que n'importe quel réseau social. Qu'en pensez-vous ? Pour ma part, je n'ai pas encore sauté le pas, car j'appréhende de n'avoir rien à vous raconter. Pourtant, les éloges à son sujet sont partout. Mais qu'est-ce qu'une newsletter ? Pour commencer, rappelons brièvement ce qu'est une newsletter. C'est une lettre, presque à l'ancienne, mais au lieu d'être envoyée par la poste, elle arrive directement dans votre boîte mail. Elle permet de partager des informations, des conseils, des nouvelles de notre univers d'auteur et bien plus encore. La newsletter est bien plus qu'un simple outil de communication. Elle représente une opportunité unique pour les auteurs d'établir une connexion authentique. Contrairement aux réseaux sociaux où le contenu peut se perdre dans le flux d'informations, la newsletter permet de créer un lien direct et personnel avec votre lectorat. C'est un espace où vous pouvez partager vos pensées, vos inspirations et vos projets en toute sincérité. Ça va vous permettre aussi de construire une communauté, car en partageant régulièrement des contenus qui résonnent avec vos lecteurs, vous pouvez créer une communauté engagée autour de votre univers. Cela favorise des échanges enrichissants et des discussions autour de vos thèmes de prédilection. La newsletter, ce n'est pas que ça. C'est aussi un moyen pour se former et évoluer. La newsletter est également un excellent outil pour se former à l'écriture. En rédigeant vos lettres, vous affinez votre style, vous explorez de nouveaux sujets et vous recevez des retours précieux de vos lecteurs. Mais pas seulement parce que vous l'écrivez, mais aussi car les newsletters que vous recevez peuvent vous apporter des conseils et des astuces prodigués par des formatrices en écriture ou en communication et vous permettre également d'approfondir l'univers des auteurs-autrices que vous adorez lire. Dans la formation de Cécile Duquesne, l'école d'écriture 2.0 dont je vous ai déjà parlé à de très nombreuses reprises, je m'étais offert le guide ultime de la newsletter d'auteur et j'ai découvert un plan d'action étape par étape. Voici quelques éléments clés pour vous aider à considérer la newsletter comme un outil. Ça va vous permettre de définir votre univers. Enfin, il va falloir d'abord, dans un premier temps, définir votre univers, savoir quelles sont vos passions, quels thèmes vous souhaitez aborder. Ça vous aidera dans tous les cas à créer un contenu authentique, puisque ce sont des choses qui vont vous toucher au plus près, et ça va forcément attirer le public cible. Vous pouvez également choisir un format et un rythme, réfléchir au format qui vous convient le mieux, articles, conseils, anecdotes, à la fréquence des envois, hebdomadaires, mensuels. L'important est de rester régulier pour maintenir l'intérêt de vos lecteurs. Il faut également identifier votre public, savoir qui sont vos lecteurs, quelles sont leurs attentes. En comprenant votre audience, vous pourrez adapter votre contenu pour répondre à leurs besoins. Il faut oser se lancer. Ne laissez pas la peur de ne pas avoir assez à dire vous freiner, comme moi. Chaque auteur ou formateur a une voix unique et des histoires ou conseils à partager. La newsletter est un excellent moyen de commencer à communiquer avec votre lectorat et de vous former en tant qu'écrivain en suivant des personnes qui vous parlent. De mon côté, je suis abonnée à beaucoup de newsletters et j'ai dû faire un choix pour vous en présenter quelques-unes. Mais si cela vous intéresse, dans un prochain épisode, je pourrai vous en partager d'autres si vous le souhaitez. Donc là, j'ai choisi seulement quelques exemples qui sont non exhaustifs, bien entendu, de newsletters, mais qui m'aident, moi, à mieux écrire et mieux communiquer. Alors, la première newsletter dont je souhaitais vous parler, c'est la newsletter de Rêve d'auteur d'Alexandra Martinez. C'est une autrice passionnée qui se consacre à accompagner les auteurs indépendants dans leur parcours créatif. Avec son projet Rêve d'auteur, elle propose une multitude de ressources précieuses pour aider chacun à s'épanouir dans l'écriture. Alexandra partage ses connaissances à travers une newsletter qu'elle envoie 2 fois par semaine, si mes souvenirs sont bons. Dans celle-ci, vous trouvez des conseils pratiques sur l'écriture, la communication, ainsi que des outils variés pour enrichir votre expérience d'auteur. Elle a un blog, une chaîne YouTube,
des boîtes à outils qui sont autant de trésors à explorer, offrant des astuces sur l'écriture, le matériel nécessaire, la création de visuels, la gestion de vos réseaux sociaux. Mais ce n'est pas tout. Alexandra a également conçu des passeports créatifs, des livrets ludiques, qui abordent des thèmes essentiels pour les écrivains, tels que « je n'ai pas assez d'imagination » ou « je n'arrive pas à terminer mes projets ». Ces livrets, envoyés chaque mois aux abonnés de sa newsletter, contiennent des définitions, des checklists d'auto-évaluation, des exercices, mais aussi des défis et des mantras inspirants pour stimuler votre créativité. Si vous êtes intéressé par ces ressources et souhaitez donner un coup de pouce à votre carrière d'auteur, je vous invite à découvrir le travail d'Alexandra sur sa chaîne YouTube, à Audrey Martinez, auteur tout attaché, sur son podcast Rêve d'auteur, sur son site internet et son blog rêvedauteur.fr, sa page Instagram rêve.d'auteur. N'hésitez pas à plonger dans cet univers inspirant et à profiter de tout ce que Rêve d'auteur a à vous offrir. Je vais ensuite vous présenter Anaëlle Chaudet, qui est une formatrice en écriture aux multiples talents. Scénariste de jeux vidéo, rédactrice pour un magazine littéraire, jurée littéraire, créatrice de contenu et autrice, son expertise en matière d'écriture est indéniable et se reflète dans la diversité de ses activités. Si vous êtes passionné par l'écriture, je vous encourage vivement à la suivre sur sa page Instagram, Anaëlle, avec un seul N, 2 L, _Chaudet, ou à visiter son site internet bleucharretteetcrocodile.com. Vous y découvrirez une multitude de ressources précieuses telles que des workbooks qui vous aideront à maîtriser la construction de vos histoires, des ateliers de journaling pour surmonter vos blocages créatifs et une newsletter hebdomadaire pleine de conseils inspirants. Anaëlle propose également du coaching personnalisé pour nous aider à découvrir et à redécouvrir notre potentiel et à reprendre le contrôle de notre vie professionnelle. Avec tant de ressources à votre disposition, vous êtes sûr de trouver des outils pour avancer dans votre parcours d'écrivain. N'hésitez pas à faire sa connaissance à travers les différents médias qu'elle utilise et à plonger dans un univers riche en conseils et en inspiration. La dernière newsletter que je vais vous présenter s'appelle Chic Chac. Elle a été créée par Pauline Moreau, qui est une scénariste passionnée qui écrit des articles intéressants pour la revue de la Cité. Elle aborde des thématiques variées et fascinantes telles que les femmes et les scénaristes à Hollywood au début du siècle, cartoons et politique américaine, ou bien des articles comme scénarios et adaptations littéraires, mais pas que. Pour découvrir davantage son univers créatif, je vous invite à visiter sa page Instagram, Pauline Moreau avec 2 X, et son site internet à l'adresse paulinemoreau.com. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je mettrai tout dans la barre de description. Vous y trouverez des ateliers d'écriture enrichissants, ainsi qu'une newsletter hebdomadaire pleine d'humour, de conseils pratiques et de méthodes d'écriture. Chaque samedi matin, elle partage des astuces qui ne manqueront pas de vous plaire. En plus de ces articles et de ces ateliers, Pauline propose un service de script doctoring pour les scénarios de long métrage. Mais qu'est-ce qu'un script doctor, me diriez-vous ? C'est une experte qui aide à améliorer un scénario en fournissant une analyse détaillée et des suggestions d'amélioration. Elle rédige une fiche de lecture et donne la possibilité de l'appeler pendant 1 heure pour discuter des pistes d'évolution. C'est une opportunité précieuse pour tous ceux qui souhaitent perfectionner leur travail. N'hésitez pas à explorer tous ces sites internet, à suivre leur page Instagram d'autrices et de scénaristes pour rester à jour sur leurs projets. Et si cela vous semble intéressant, je vous recommande vivement de vous abonner à leur newsletter. Personnellement, je suis abonnée à chacune d'elles et je ne le regrette pas. Grâce à leur contenu, j'apprends toujours plus, alliant pédagogie et humour avec brio. Dans la 3e chronique de ce podcast, la chronique mais pas que, je vais vous parler de la conférence des auteurs indépendants 2025. Organisée cette année par l'ICAR, l'Institut des carrières littéraires, dont je vous ai déjà parlé, elle se déroulera les 11 et 12 octobre à l'espace Saint-Martin dans le 3e arrondissement de Paris. J'avais assisté en replay à la première session en 2023. Si mes souvenirs sont bons, je vous en ai même parlé dans un de mes premiers épisodes de podcast.
et j'avais appris de nombreuses choses. Je serais ravie de pouvoir assister à cette nouvelle édition, mais plutôt avec le forfait replay, parce qu'il y a 2 formats possibles. En présentiel, au tarif de 138 €, payable en 3 fois 46 €, ou en replay pour 69 € pour une période de disponibilité de 6 mois. Cette nouvelle édition sera animée par des auteurs et des experts du livre indépendant qui présenteront des outils spécialisés et des solutions pour les auteurs. Alors, je vous fais un petit point programme quand même, pour vous donner encore plus envie de découvrir. Il y aura des conférences et des tables rondes dédiées à l'auto-édition, comme par exemple comment faire un business plan efficace avec Pierre Schreiber, comment réussir une campagne de crowdfunding avec Sissi Mahon, le branding de l'auteur, se présenter à son lectorat avec Estelle Lequette, dont je suis la newsletter, soit dit en passant, 5 clés pour améliorer son écriture avec Caroline Minic. Vous pourrez également apprendre à participer à des salons du livre en tant qu'auteur indépendant avec Suni Taj, les fonctionnalités avancées d'Antidote, comment se constituer un réseau d'influenceurs littéraires avec Jupiter Phaeton et comment écrire 3 à 4 livres par an sans abandonner avec Johanna Vogel. Il y aura également des temps d'échange entre auteurs, des prestations clés de l'industrie sur place, des prestataires clés de l'industrie sur place, si vous vous rendez là-bas en présentiel, et il y aura également un after des indés le samedi soir. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter la page internet dédiée qui est sur licar.fr/conférence. Je voulais également, ce mois-ci, dans la chronique mais pas que, parler des salons du livre sur le mois de juin. Ça vous dit ? Bon, en fait, vous n'avez pas trop le choix, mais je vous en ai sélectionné 5 qui pourraient peut-être vous intéresser. Alors, le premier salon du livre dont je souhaiterais vous parler, c'est le Festival international du livre et du film, Les Étonnants Voyageurs, qui se déroule à Saint-Malo, ma ville préférée au monde, car j'y suis née et elle est magnifique à visiter. Ce festival se déroulera entre le 7 et le 9 juin 2025. Il y aura 211 auteurs présents avec des rencontres, des mini-concerts, des masterclass, des lectures, des débats, mais aussi un festival cinéma avec 50 films au programme. Et tout cela réparti dans différents sites de la ville. Il y aura également une remise des prix, le prix Ouest France Étonnant Voyageur, le prix des gens de la mer, les prix de gens de mer littoral, ici Bretagne, Brittany Ferries 2025 et Brittany Ferries 2025, je reprends, remise des prix Jean de Mer, Littoral, ici Bretagne et Brittany Ferries 2025, ça c'est un nom de prix. Une remise de prix aussi, le prix Joseph Kessel de la SCAM, SCAM, du prix Robert Ganzo de poésie, ainsi que du prix Nicolas Bouvier. Je vous l'ai dit, il y a vraiment beaucoup de prix. N'hésitez pas à visiter le site officiel étonnant-voyageur.com. Pour les tarifs, il y a des tarifs étudiants, des tarifs réduits et des tarifs pleins allant de 5 à 20 € pour le forfait une journée et de 15 à 48 € pour le forfait 3 jours. Gratuit pour les moins de 18 ans. Le deuxième salon qui se déroule également en juin, c'est le salon littéraire Livre à Vannes qui se situe, comme son nom l'indique, à Vannes, et qui se déroulera entre le 13 et le 15 juin 2025. 200 auteurs, des rencontres, des conférences, des tables rondes, ainsi qu'une nocturne le 13 juin jusqu'à 20h. Il y aura également ici aussi 3 remises de prix, le prix de la ville de Vannes, le prix de la langue bretonne et le prix jeune adulte. Pour plus d'infos sur le contenu de ce salon, n'hésitez pas à visiter leur site officiel livreavannes.fr. Le troisième salon littéraire, c'est celui de Lire à Limoges, situé dans la ville de Limoges, bien sûr, tout est dans le titre, et se déroulera entre le 20 et le 22 juin 2025. Les différents événements seront installés dans 2 lieux séparés, vous n'aurez plus qu'à choisir ce que vous voulez faire. D'un côté, les grands entretiens, et de l'autre, les dédicaces auprès de plus de 200 auteurs, des ateliers et certaines rencontres. Et tout ça gratuitement. Il y aura également le prix Biscuit Jeunesse qui se déroulera le 20 juin. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller visiter le site lire.limoges.fr. Le 4e salon du livre.
dont je voulais vous parler, c'est le Salon du Livre Saint-Germain-des-Prés, des Pages avant la plage, situé à Paris, et qui aura lieu entre le 28 et le 29 juin 2025. 70 auteurs de fiction et non-fiction, des rencontres à l'Hôtel de l'Industrie, une dictée géante dans la cour de récréation du groupe scolaire Saint-Benoît, un atelier d'écriture à l'Hôtel Bel-Ami, que d'endroits où vous rendre et à visiter par la même occasion. Ce salon est gratuit, alors si vous êtes à Paris ce week-end-là, n'hésitez pas à y aller faire un tour et à découvrir leur programme sur le site salonduLivre de Saint-Germain-des-Prés.fr. Et le petit dernier, c'est le Festival international du livre au format poche, Créteil en poche, qui a lieu, comme son nom l'indique, à Créteil, entre le 28 et le 29 mai 2025. Entrée libre. 250 auteurs, des rencontres, des découvertes littéraires, ainsi encore qu'une remise de prix dans 4 catégories, littérature française, littérature étrangère, polar français, polar étranger. Pour en savoir plus, c'est sur empoche.org. Et voilà, notre petit tour des festivals et des salons littéraires pour bien terminer le printemps et enchaîner sur l'été est fini. Profitez bien de ces belles journées à venir pour faire de belles rencontres. Sans transition, notre dernière chronique, la petite question du jour. Je sais, il est peut-être un peu tôt pour parler de l'été, mais à l'heure où j'enregistre cet épisode de mai, nous sommes déjà en juin. Et oui, et qui dit juin, dit été, vacances, farniente, et bien sûr, les fameux cahiers de vacances. Si comme moi, vous avez toujours adoré recevoir vos passeports de chez Hachette pour bien démarrer la saison estivale, sachez qu'il existe également des modèles spécialement conçus pour les adultes. Ces cahiers vous promettent des heures de réflexion, d'apprentissage et de jeu, parfaits pour se détendre tout en stimulant son esprit. Pour cet épisode, j'ai sélectionné quelques-uns de mes préférés. J'allais pas tous vous les faire. Certains sont déjà dans ma collection, tandis que d'autres figurent sur ma wishlist. Alors préparez vos crayons et rejoignez-moi pour découvrir ces trésors qui rendront votre été encore plus enrichissant. Nous allons commencer par le cahier de vacances de Stéphane Bern sur l'histoire, bien entendu. Plus de 100 jeux variés pour voyager à travers le temps et les savoirs, publiés chez Fayard pour 9,90 €. C'est vraiment pas cher. On a ensuite le cahier d'enquête de Franck Tillier, pour ceux qui aiment plutôt les nouvelles policières. Il y en a 4 à résoudre, créés par le maître du polar, publiés chez Fleuve Édition et 404, je crois que j'ai vu ça sur la couverture, pour également moins de 10 €. On a aussi un cahier de vacances spécial littérature, avec plus de 200 jeux autour de la littérature, publié chez Marabout pour moins de 8 €. Ce cahier a été imaginé et créé par une bookstagrammeuse que je suis, Mademoiselle Lee. Ça a été publié l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, et il est en cours. Depuis l'année dernière, oui, ça prend du temps de faire son cahier de vacances. On a également un cahier de vacances culture polar, avec plus de 200 jeux littéraires autour des romans policiers, publié également chez Marabout pour moins de 8 €. Ce cahier a été imaginé et créé par une booktubeuse que je suis également, Triple L de Mag, que je suis sûre que vous connaissez tous, ou presque. Nous avons encore le passeport adulte, la même marque que ceux qu'on avait quand on faisait passeport CM1, passeport CE2, passeport 6e, tout pareil, sauf que là c'est un passeport adulte consacré aux enquêtes policières ou aux enquêtes au musée. Plus de 130 énigmes pour travailler vos méninges et mener l'enquête, publié chez Hachette pour moins de 8 €. Et on va finir sur un cahier d'activités qui s'appelle « Et si on lisait ?», pour retracer de façon ludique l'histoire de la littérature et des genres littéraires avec des jeux, des quiz et des recommandations. Publié chez Solar pour moins de 11 €. Ce cahier a été créé par le bookstagrammeur La Nuit sera mauve. Voilà, n'hésitez pas à faire vos propres recherches si vous souhaitez allier été, jeu et détente autour de thèmes qui vous passionnent. Il existe une multitude de cahiers de vacances pour adultes qui sauront, je suis sûre, vous séduire et enrichir vos moments de loisirs. Amusez-vous à les découvrir et à choisir ceux qui vous inspirent le plus. Vous pouvez également, puisqu'on arrive à la fin de cet épisode, me laisser des commentaires avec les petites questions que vous souhaitez me poser en m'écrivant à ducappuccino-et-des-livres@gmail.com. Dans cet épisode du mois de mai, je vous ai présenté mes 9 lectures du mois de mai 2025,
Ma chronique d'écriture portait sur la newsletter ou l'infolettre, avec quelques exemples d'infolettres auxquelles je suis abonnée. La chronique Mais pas que, qui portait sur la 3e conférence des auteurs indépendants et 5 salons du livre qui auront lieu en juin 2025. Et la petite question du jour sur les cahiers de vacances pour l'été. Et voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu et que vous avez fait le plein de nouvelles découvertes pour compléter vos wishlists de livres, mais pas que. Bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram @jess_angel où vous pouvez m'envoyer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un mail à ducappuccinoetdesLivres@gmail.com. Alors, n'hésitez plus. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle en vous rendant sur le site d'hébergement du podcast, podcast.ocha.co du Cappuccino et des Livres, en cliquant simplement sur s'abonner. Je vous y annonce l'arrivée des nouveaux épisodes et des sujets du mois abordés dans les grandes lignes. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.